Alors, quel est le diagnostic le plus probable? Une pyélonéphrite aiguë droite, compliquée, car chez une femme enceinte. D'accord. C'est clair pour tout le monde? D'accord. Quels sont les facteurs favorisants de cette affection au cours de la grossesse? Alors, je me souvenais plus très bien, donc j'ai mis que c'était l'immunodépression relative Ouais. et la stase et la compression par le volume utérin, enfin la D'accord. compression des uretères. D'accord. T'as mis autre chose ou pas? Les facteurs de risque. Il faut essayer de classer. Donc, il y a les facteurs de risque mécaniques, qui sont effectivement la compression par l'utérus gravide de la vessie et de l'urtère. D'accord? En fait, donc, quand ça comprime, ça fait un résidu postmissionnel. Donc, qui dit résidu postmissionnel dit mauvaise vidange vésicale, stase, lithiase, infection. Toujours. D'accord? Et ensuite, on peut aussi, comme facteur mécanique, il peut y avoir un étirement de l'urtère, justement, dû à cet utérus gravide. Et en fait, ça peut faire un petit reflux. Un petit reflux vésico-rénal, vésico-rénal, vésico-urétéral. D'accord? Ça peut être un facteur de risque. Ensuite, il y a les facteurs de risque hormonaux, que vous savez tous normalement, n'est-ce pas? Donc, il y a la progestérone. Pourquoi? Elle diminue le péristaltisme et elle entraîne une hypotonie des voies urinaires. Des œstrogènes, comment ça marche? Pourquoi est-ce que les œstrogènes, c'est aussi un facteur de risque? Parce qu'en fait, ça augmente l'adhérence des germes urinaires à l'urothélium. D'accord? Et puis ensuite, les autres facteurs de risque, ce n'est pas lié à la grossesse. D'accord? On peut déjà avoir une malformation anatomique qui n'a jamais été explorée et qui se réveille au cours de la grossesse. La glycosurie, diabète gestationnel, tout ça, il faut y penser. D'accord? Je vous l'ai mis en aparté. Alors, troisième question, quelle est votre prise en charge thérapeutique? Non, elle passe, la voisine. Urgence, traitement médical. Oui, traitement médical. Qui a fait un traitement médical? Hospital. D'accord. Donc j'imagine que tout le monde a fait un traitement médical et autre chose. Ouais. Antibiothérapie IV, drainage des urines en urgence. D'accord. Quels antibiotiques tu n'as pas le droit de donner au cours de la grossesse? Tétracycline, aminoside, quinolone, sulfamide, phénicolé. D'accord. C'est OK pour tout le monde? Oui. D'accord. Donc vous donnez là céphalosporine 3e génération. Très bien. Donc vous dites comme d'habitude, hein, IV, machin, bactéricide. OK. Quoi d'autre? Pendant environ 15 jours. Et drainage des urines? Non? Oui, comment? Sonde Gigi. Non? T'étais là la semaine dernière ou pas? Ouais. Enfin, la semaine dernière, il y a 48 heures. Moi, j'ai l'impression que le temps... oui, donc je vous ai dit, ne vous gourrez pas, faites attention, parce qu'il y en a qui sont chiants, mais sonde urétérale au lieu de sonde Gigi dans les piélos, d'accord? Parce que si c'est dégueulasse, le mec, il va dire, non, je ne mets pas une sonde Gigi, je mets une sonde urétérale droite, d'accord? Je vous le répète encore une fois. Donc oui, il fallait drainer les urines, il y a une importante dilatation des cavités. Alors les grosses dilatations des cavités, ce n'est pas dû à l'utérus gravide, hein. Faut arrêter, hein. C'est qu'à un moment donné, il y a un obstacle, d'accord? Donc oui, il fallait drainer les urines par une montée de sonde urétérale. Alors d'habitude, les montées de sonde urétérale, ça fait sous contrôle scopique, d'accord? Sauf que là, on va éviter, parce qu'elle est enceinte, donc on peut le faire sous contrôle échographique. Et puis, il ne faut pas oublier les traitements symptomatiques, antalgiques, antiémétiques si elle vomit, et puis la surveillance. D'accord? Excusez-moi, si ouais. Par exemple, un choc septique, la bithérapie, ça serait quoi? On mettrait quoi avec les exploits? Alors, tu as le droit, en fait, les aminosides, on en met, mais de manière... La question est, si elle est en choc septique et tout, on fait une bithérapie, est-ce qu'on a le droit de mettre des aminosides? La réponse est oui. Les aminosides, c'est pas grave, hein, car ponctuellement, 24-48 heures, ça n'a jamais tué personne. Donc, voilà. Marion? Alors, la surveillance. Alors, comme je ne savais pas s'il fallait aussi parler de la surveillance juste de là, j'en ai parlé. Bah oui. Quand tu sais pas, quand vous avez un doute, vous parlez de tout. Donc du coup, la surveillance de la maman, donc c'est
la disparition de la douleur, l'absence, enfin la disparition de la fièvre. En fait, je crois que je suis pas sur le bon. Enfin, je sais pas trop. Voilà, si. Voilà, c'est là. La diurèse, sa fonction rénale, si elle a des contractions utérines. Pour le bébé, c'est. Bon, là, on est un peu tôt à mon avis, donc on ne verra pas grand-chose, mais éventuellement un mouvement actif fœtaux et RCF, mais je pense qu'on est un petit peu trop tôt. Oui, on est un peu trop tôt. Voilà. Le CBU, donc après, à la fin du traitement. Et puis alors, est-ce qu'il faut faire un ECBU à la fin du traitement? Bah oui. Et après, jusqu'à toutes les, ouais, tous le les CBU, mois. il est souvent recommandé 48 heures après la fin du traitement antibiotique. Ouais. Et ensuite, il faut faire un ECBU. Tous les mois jusqu'à l'accouchement. Jusqu'à la fin, oui. Et ensuite à distance, donc à peu près à 3 mois de son accouchement, on lui fera une imagerie pour aller rechercher une uropathie malformative. Très bien. Donc on lui fera un uro-TDM, par exemple. Pour faire une consultation uro, d'accord, avec une imagerie, effectivement. T'as mis autre chose? Non, je crois pas. D'accord. Et puis après, je vous ai mis entre parenthèses suivi habituel de la grossesse, parce qu'on peut très bien vous le demander. Là, le dossier était déjà long, donc je ne voulais pas demander. Donc suivi habituel de la grossesse, n'oubliez pas les chirurgies toxoplasmiques, etc. etc. D'accord? Alors, vous revoyez... Ouais. Le micro. Bon, Elle est enceinte, c'est pas grave qu'on pose la sonde de faire des radios. bon, alors, je répète. Il y en a qui font... c'est pas grave. Hein. Elle me dit, elle est enceinte, c'est pas grave de faire les radios. Mais lesquelles? Celles pour la montée de sonde? J'ai dit qu'on pouvait faire ce contrôle échographique. Voilà. C'est pas grave. Maintenant, tu le sais. Bon, alors, vous êtes méchants. Alors, la question numéro 5, c'est... T'as raison. Quand t'as un doute, il faut poser les questions. Alors, c'est repassé derrière. Vous la revez... Alors là, je suis désolée, l'ASP, il est dégueulasse. Mais vous devinez un peu ce que j'ai envie de vous faire dire. Vous la revoyez en consultation après l'accouchement. Elle vous apporte les résultats de ses examens complémentaires et vous précise qu'il lui est arrivé à plusieurs reprises avant cet épisode infectieux d'avoir des douleurs lombaires. Qu'en pensez-vous? C'est à qui? Alors, Héloïse, elle m'a dit syndrome de jonction. Bah ouais. En fait, c'était ce que je voulais vous faire dire. Donc déjà, c'est une urographie intraveineuse. En fait, vous voyez, bon, vous devinez que les cavités rénales sont opacifiées. Et puis en plus, il y a du produit de contraste au niveau de la vessie. D'accord? Oui. Ensuite, il y a du produit de contraste au niveau de la vessie. Alors, le syndrome de la jonction, c'est une malformation, d'accord, de l'appareil urinaire qui arrive souvent, enfin on le diagnostique souvent chez les femmes jeunes, d'accord, qui viennent pour des douleurs lombaires, pyélonéphrite ou pas pyélonéphrite, hein, mais elles ont des douleurs lombaires depuis très longtemps, et puis à un moment donné, ça se réveille et puis ça fait des pyélonéphrites. C'est dû, il y a plusieurs étiologies possibles. Normalement, c'est congénital, d'accord. On peut avoir soit en fait un vaisseau polaire, c'est-à-dire que l'artère, le rein, normalement, il n'a qu'une seule artère rénale, d'accord. Mais dans 20% des cas, il y a une deuxième artère, qui est une artère polaire inférieure. Et cette artère polaire inférieure peut venir précroiser l'urtère et donc comprimer un peu l'urtère qui est sous-piélique, d'accord. Ça peut faire des syndromes de jonction. Ensuite, vous avez parfois, c'est l'urtère sous-piélique qui est un petit peu sténosée de manière congénitale, un peu fibrosée, et donc ça donne des syndromes de jonction parce que l'urine s'écoule mal. Donc, en fait, le syndrome de jonction, du coup, c'est une dilatation des cavités, qui est chronique, d'accord. Et la caractéristique, donc, c'est une urographie à l'urographie intraveineuse. Vous voyez là une dilatation des cavités avec des bassinets en boule. Là, vous avez une grosse boule. C'est pas ça. Hein. C'est ça. Voilà, ça fait une boule, mais des cavités normales. C'est ça. D'accord. Les cavités normales, c'est pas en boule. D'accord. Vous avez un angle qui est je sais pas comment on dit, convexe, comme ça. Là, il n'est pas du tout convexe, il devient concave. D'accord. Donc ça, c'est caractéristique du syndrome de jonction. Et puis ensuite, là, vous voyez qu'il y a un retard d'excrétion. Donc le produit est dans la vessie, il n'est plus dans le rein controlatéral alors qu'il y est encore dans le rein pathologique. Et puis vous voyez que l'urtère sous-piélique, où il n'est pas opacifié, d'accord, il a du mal. Vous voyez, non, dans un rein normal, vous auriez vu déjà du produit de contraste couler le long de l'urtère. Là, il y a une interruption nette, c'est une preuve d'obstruction. Voilà. C'est une pathologie qui est fréquente, hein, quand même, le syndrome de jonction.
si vous êtes agité, je ne vous dis pas ce que j'ai à dire sur le cancer. Alors, quels autres examens pouvez-vous réaliser pour documenter l'obstacle et qu'en attendez-vous? Alors là, dans les syndromes de jonction, on demande un scanner, un uroscanner en fait, d'accord? Ça peut, en fait, l'uroscanner dans le syndrome de jonction peut être à la place de l'urographie intraveineuse, ça fait un peu double emploi, ou alors rechercher autre chose que quand on n'est pas sûr que c'est un syndrome de jonction typique, on peut demander un uroscanner pour rechercher autre chose. D'accord ? Et puis en plus, c'est à visée étiologique parce qu'à l'uroscanner, vous pouvez voir le vaisseau polaire rénal. D'accord ? Vous pouvez voir le vaisseau qui croise en fait l'urtère sous-piélique. Donc le scanner permet de voir la dilatation des cavités, rechercher une étiologie, notamment un vaisseau polaire, d'accord, et puis regarder un peu l'épaisseur corticale des reins, apprécier déjà la destruction rénale ou pas. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est une scintigraphie rénale. D'accord. La scintigraphie rénale permet d'apprécier la valeur fonctionnelle des reins. D'accord. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails on fait quoi comme scintigraphie rénale, si c'est du DTPA, du MAG3, l'ASIX, comme vous avez déjà pu le lire, on ne rentre pas dans les détails. Et ensuite, quel traitement il faut proposer à la patiente si la clairance est à 50 ml par minute? Donc là, il va falloir traiter. Et c'est un traitement qui est chirurgical. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On fait... Ouais. Alors, par exemple, dans la plupart des cas, donc c'est un vaisseau polaire inférieur. D'accord. Il faut... en fait, on ouvre les cavités, on ouvre le bassinet, d'accord, qui est en boule, donc tu l'ouvres. En fait, tu résèques la portion de jonction qui est sténosée, qui est toute petite, l'artère sous-piélique, et puis le bassinet, le bas, d'accord. Donc c'est cette zone-là qui est pathologique dans le syndrome de jonction, d'accord. Vous faites passer le vaisseau polaire en arrière, parce que ça ne sert à rien qu'il se retrouve encore une fois en avant, et ensuite vous refermez le tout, d'accord. Donc c'est une résection de la zone de jonction, et puis une anastomose urétéro piélique. C'est OK? Voilà. Alors, les complications possibles des syndromes de jonction, c'est toute complication de mauvaise vidange vésicale. D'accord? C'est les lithiases, c'est l'infection, c'est l'insuffisance rénale chronique, d'accord? L'urétérohydronéphose, comme vous allez bien dire. Ouais. Alors, je vous dis juste ça, c'est parce qu'il faut être un petit peu curieux. D'accord, les pyélos chez la femme jeune avec des douleurs lombaires qui existent depuis longtemps, il faut toujours rechercher le syndrome de jonction. À l'internat, donc, je vous ai dit que vous avez des dossiers typiques, en grande majorité, et puis parfois vous avez un dossier mais qui ne sort de nulle part, vous ne l'avez jamais vu, vous ne l'avez jamais entendu, il faut juste faire du mieux que vous pouvez. Donc c'est juste pour un peu susciter votre curiosité. Alors, si elle fait des pyélonéphrite récidivantes et qu'elle a une fonction rénale normale, il y a une indication à la chirurgie? Non, alors la question est, si elle fait des pyélorécidivantes et qu'elle a une fonction rénale normale, est-ce que c'est une indication à une chirurgie? Ça peut se discuter, d'accord? Le vrai critère de la chirurgie, c'est la destruction de la fonction rénale, d'accord? Ensuite, écoutez, c'est important parce que... Oui, il m'a été posé, je les ai notés pour ne pas oublier. Dans le cancer du rein, on n'a pas fait de dossier de cancer du rein, mais parce que voilà, de conf, c'est un peu court pour vous exposer un peu tous les problèmes d'urologie. Ils m'ont dit, est-ce qu'on fait des biopsies dans les cancers du rein? D'accord. Vous oubliez, hein, d'accord, parce qu'il y a des indications qui sont très précises que vous n'avez pas à savoir. C'est genre en cas de cancer du rein multifocal, donc vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie d'enlever les deux reins et de mettre le patient en dialyse. C'est vraiment des indications qui sont très précises et que vous n'avez pas à connaître. Pour vous, vous dites, toute tumeur qui prend le contraste au scanner, il y a des vaisseaux là-dessus et tout ça, c'est un cancer du rein. Donc de toute façon, je ne fais pas de biopsie. D'accord ? Ensuite, on m'a demandé le traitement médical du cancer du rein. Donc, ce qui concerne les anti-angiogéniques, l'immunothérapie et tout ça. Vous en savez un peu? Pas du tout? D'accord. Ça, c'est l'immunothérapie, interféron, interleukine. C'était le traitement classique. D'accord. Et ensuite, vous avez une nouvelle classe médicamenteuse qui a fait apparition il y a quelques années. C'est les anti-angiogéniques. D'accord. Donc, c'est surtout des anti-VEGF, mais ils font aussi d'autres fonctions. Alors, quand est-ce qu'on l'utilise? En fait, classiquement, normalement, pour les cancers du rein métastatiques, d'accord,
toujours, quand on peut opérer le cancer du rein, on l'opère, même s'il est métastatique. On fait la néphrectomie si le patient est en bon état général. C'est toujours le premier temps. Il y a toujours un bénéfice de faire la néphrectomie. Entre parenthèses, par contre, il n'y a eu aucun bénéfice démontré du curage, dans le cancer du rein. Donc le curage, vous oubliez. Donc on fait toujours la néphrectomie. Ensuite, s'il n'y a qu'un seul site métastatique, on dit qu'on fait de l'immunothérapie interféron, interleukine. D'accord ? Et en dehors des autres cas, certains, même s'il n'y a qu'un seul site métastatique ou il y a plusieurs sites métastatiques, ils vont proposer en tout cas les anti-angiogéniques. D'accord ? Tous les anti-angiogéniques n'ont pas l'AMM. D'accord ? Vous devez retenir le sunitinib, qui est le Sutent, sunitinib, d'accord ? Et puis le sorafenib, qui est le Nevaxar, d'accord ? Le reste, il y en a qui n'ont pas l'indication, qui n'ont pas la MMM, donc vous oubliez. Est-ce qu'il faut prendre, vous qui vous posez toujours vos questions, est-ce qu'il faut utiliser les anti-angiogéniques en adjuvant ? La réponse est non. Aucun intérêt dans l'adjuvant, c'est-à-dire, on traite le cancer, un adjuvant dans un cancer curable, je veux dire, pas de métastase. Vous enlevez le cancer du rein, est-ce qu'on met des anti-angiogéniques ? La réponse est non, d'accord ? Donc, en situation métastatique, il faut proposer la néphrectomie d'abord si c'est opérable, et puis le traitement de référence pour un seul site métastatique, c'est l'interféron ou l'interleukine, d'accord ? Mais on peut utiliser le Sutent, d'accord ? Voilà, le sunitinib. Après, le reste, c'est un peu compliqué, donc... Est-ce que vous avez des questions ? Ou sinon, de toute façon, il y a Internet, d'accord ? Alors...